Curieux et passionnés, bonsoir. Bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Course-poursuite en avion, fin du monde et surtout lutte acharnée contre une intelligence artificielle maléfique. L'agent Ethan Hunt est de retour pour une ultime mission. Mes amis, le film dont nous allons parler aujourd'hui n'est autre que Mission Impossible, The Final Reckoning. Mes amis, nous ne sommes pas seuls ce soir, car l'antagoniste Gabriel a encore frappé. Comme vous pouvez le constater, une bombe se trouve en plein milieu de notre studio. Et afin de pouvoir nous en sortir, je suis bien forcé de faire appel à mes plus fidèles agents. Monsieur Thalem, veuillez entrer. Enchanté. Merci pour l'invitation, James. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans Radio Ciné. Eh bien, bienvenue sur Mission Impossible. Eh bien, merci. Sur Radio Impossible. Avec plaisir. Et je vais accueillir maintenant l'agent Bontempelli, Léo. Agent Bontempelli, bonsoir. Enchanté. Tu peux prendre ton micro. Bonjour, bonsoir. Ravi d'être là. Tu vas bien? Oui, et toi? Et vous? Super. Messieurs, les agents, comme vous pouvez le constater, nous avons une bombe en plein milieu du studio. Et afin de les amorcer, j'ai une mallette ici présent avec le IMF pour Mission Impossible. Et vous allez avoir une mission à résoudre. Attention. Voici votre mission. Si toutefois vous l'acceptez. J'accepte, personnellement. Déjà, je vais vous tendre ces petites feuilles, ici. Merci. Est-ce que j'ai le choix de l'accepter ou pas? Est-ce que vous avez le choix ou pas? Je vais expliquer à vous ainsi qu'à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Tout simplement, vous avez une liste de 8 mots qui sont en fait des noms de code. Des noms de code à respecter qu'il vous faudra placer tout au long de l'émission sans que l'autre agent ne s'en rende compte. Ces mots de code, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, vous pouvez, n'oubliez pas, essayer de les démasquer depuis chez vous. Si vous avez la possibilité. Alors, certainement que les agents ici rigolent un peu puisque ces mots sont assez drôles. On a lu notre liste et qu'on se marre déjà. Voilà. Surtout, c'est pas des mots, c'est des phrases. Et alors, des fois, il y a des petites expressions, etc. En fait, justement, l'idée, c'est que vous essayez de les placer sans que l'autre agent ne s'en rende compte. Ok, très bien. Voilà. Tom, bonne chance à toi. Merci, je vais en avoir besoin. Bonne chance à toi aussi. Donc souvenez-vous, le précédent épisode, nous avions parlé de Nosferatu de Robert Eggers. C'est un film que nous avions ici adoré à Radio Ciné, même si vous n'étiez pas là, mes chers chroniqueurs. Et aujourd'hui, nous parlons de Mission Impossible, The Final Reckoning. Donc, Mission Impossible est sorti le 14 mai 2025 à Cannes et juste après le 21 mai en sortie nationale en France. C'est un film de Christopher McQuarrie qui a déjà fait plusieurs films auparavant dans la saga Mission Impossible, porté par le très célèbre, majestueux, si on peut dire, Tom Cruise, toujours là, bien sûr, depuis les tout premiers épisodes de cette série de films. C'est un film qui dure 2h50, c'est le plus long de la série. Donc c'est le 8e opus, inscrit dans la continuité du précédent. Donc les deux derniers, le 7e et le 8e, étaient en deux parties, souvenez-vous. Il s'appelait Dead Reckoning, Mission Impossible Dead Reckoning, en 2023. Et là, nous avons la deuxième partie, The Final Reckoning. Donc Tom Cruise, je vous résume rapidement l'intrigue pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou si vous voulez vous remémorer le film. Donc l'agent Ethan Hunt, alias Tom Cruise, le personnage emblématique de la franchise, doit combattre une intelligence artificielle nommée l'Entité, qui a pour but tout simplement d'anéantir l'humanité. Rien que ça. Elle a infiltré cette entité de nombreux réseaux de renseignements à travers le monde et les gouvernements sont au bord en fait, de la guerre nucléaire. Donc Hunt se lance dans une course contre la montre pour empêcher l'IA de déclencher cette guerre et d'anéantir de certaine manière l'humanité. Beaucoup de choses à dire sur ce film, soi-disant dernier film de la saga. On va voir ce qu'il en est, comment il se place dans cette série de films. Est-ce que le film est trop long, puisque c'est le film, comme je l'ai dit, le plus long de la série. Est-ce que les scènes d'action sont bien réalisées? Qu'est-ce que nous dit aussi ce film sur
la carrière de Tom Cruise dans l'actualité du cinéma. Comment est-ce qu'il se place ? Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on Earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Avant de commencer, je vais lancer le chronomètre, puisque figurez-vous que cette bombe à retardement va commencer dès maintenant. Donc, pour mes chers chroniqueurs ici présents, nous avons un chronomètre qui vient d'être lancé d'1 heure. Et nous avons 1 heure pour débattre autour du film avant que cette bombe explose ou non. Nous allons savoir si vous avez bien réussi ce mini-jeu. C'est peut-être notre dernier passage en live aujourd'hui. C'est peut-être la fin, comme nous dit Léo. Donc ça va. Quand est-ce que vous avez vu le film, vous, de votre côté ? Il me semble que Tom, c'était à Cannes, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Du coup, j'ai vu le film à Cannes, pas en présence de l'équipe du film, mais le lendemain. Donc, c'était la diffusion Grand Théâtre Lumière pour la partie journaliste, je crois, c'est ça. Et du coup, ouais, je l'ai vu le lendemain à 8h30, séance du matin. Donc, se lever bientôt pour se taper 3 heures de film, il faut être motivé. Voilà. Il faut être motivé. Bon, après, il y a des films de 3 heures qui sont géniaux. Mais... Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. Après, ça dépend si le film est bien ou pas. Voilà. Nous allons voir ça. Peut-être que un avis différent déjà, Léo, tu l'as vu quand Moi toi aussi, c'était une séance de matinée. Alors, c'était pas à Cannes, c'était au UGC des Halles. C'est moins cannois, mais c'était pareil, c'est une séance de matinée. Et c'est vrai qu'il y avait le côté faut se motiver parce que quand même 3 heures de film, c'est long. Moi, j'ai plutôt bien aimé l'expérience. On va en parler, même si c'est vrai que je suis quand même... Il y a plein de points sur lesquels je suis assez mitigé. Mais ouais, pareil, je l'ai vu 3 jours après sa sortie, le 23 ou le 24 mai. Ok, d'accord. Donc on l'a tous vu le plus tôt possible finalement. Puis ici on est fan déjà de la saga Mission Impossible. Alors Léo, il me semble que tu es le seul à avoir vu la série. La série télé, ouais, je l'ai vue il y a longtemps quand j'étais ado. C'est mon père qui me l'avait montré. Il était très fan de la série Mission Impossible et j'ai vu. Je suis pas sûr d'avoir vu tous les épisodes, mais il y a, je crois, 150 ou 200 épisodes sur plusieurs années. Et ouais, j'ai travaillé pas mal le côté. Enfin, j'ai beaucoup aimé le côté old school de la série et de faire la comparaison entre les éléments qu'on voit dans la série télé et qu'on voit dans la saga cinématographique maintenant. C'est une série des années 60, si je me trompe pas. De 66 à 73. Ok, exactement. Et tu as vu toute la série ? Je crois, il doit me manquer quelques épisodes, mais j'ai quasiment tout vu, quoi. Bah, c'est de toute beauté, ça. C'est très bien, parce que c'est pas une série finalement parce que beaucoup de gens connaissent en général les films effectivement, mais avoir quelqu'un ici qui a vu la série, c'est un plus. Ça me permet de... Ouais, carrément. Hein.
Et moi, je suis pas un grand fan non plus de la saga. Voilà. Moi, j'ai adoré le 1 surtout. Ok. Et j'ai découvert les autres films en fait très récemment parce que je les ai regardés pour avant l'émission. Ouais. Je suis un gros Pour inculte. préparer. J'avais vu le 6, le 7 et du coup le 8, mais j'avais pas vu le 2, 3, 4. Il te manquait les 2, 3, 4. Ouais, mais moi je suis pas trop du style à regarder, toi-même tu sais, mais je suis pas trop du style à regarder les suites forcément de films. Ouais, je sais parce que j'ai toujours un a priori dessus, comme quoi ça va être mauvais. Alors que Voilà, là, Mission alors que Impossible, pas forcément. particulier. Ouais, je sais. Alors, Mais bon, avant on d'entrer en trop dans le détail sur la série, puisque c'est pas forcément le cœur du sujet ici, rappelons simplement donc le contexte déjà dans lequel se place ce film. Donc c'est le 8e film et qui est vendu selon plusieurs sources comme le dernier, avec le plus gros budget aussi. En plus d'être le plus long film, c'est le plus gros budget. Souvenez-vous, le premier était budgété à 80 millions. 125 pour le deuxième, 150 pour le troisième, 145 pour le quatrième. Je ne vais pas tous les faire, ça monte jusqu'à 290 pour le septième. Et là, on n'est même pas à 300, on est carrément, selon certaines sources, ça varie, mais on serait à 400 millions pour le tout dernier. Soi-disant aussi l'un des films les plus chers de l'histoire aussi. Parce que 400 millions, on est dans le haut du panier sur l'histoire de l'humanité. C'est un des films les plus chers qui ait jamais été fait. C'est quand même pas rien. Voilà. Alors, c'est sexy mais dangereux, quoi. C'est-à-dire que tu peux te dire 400 millions oui. de dollars. Oui, millions de dollars, exactement. Alors que le box-office, là, bien sûr, pour l'instant, ça fait que 2 semaines qu'il est sorti. Au moment où, en tout cas, on enregistre cette émission, ça fait 2 semaines et on est à peu près au-delà de 200. Donc, pas certain que le film soit rentable. En tout cas, il y a peu de chance, malheureusement, pour ce film-là. Mais voilà, on est sur, disons que Tom Cruise et toute la production, le réalisateur, Macquarie, ont essayé de mettre les bouchées doubles pour faire une sorte de bouquet final. En tout cas, ça se ressent rien que dans les chiffres. Au niveau des critiques aussi, on est assez mitigé, voire Négatif. voire négatif. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. En fait, les moyennes des notes sont pas catastrophiques. On est à 3,5 sur 5, pour vous donner un ordre d'idée, 3 sur 5. Si on prend cumulé des différentes sources. Si je peux vous donner par exemple sur Rotten Tomatoes, on est quand même à 80%, ce qui est très positif, mais 67 sur 100 sur Metacritic. Des sites qu'on adore ici, le premier parmi ceux-là, c'est Sens Critique. On est très fan de Sens Critique. Sur Sens Critique, on est à 6 sur 10. Ce qui n'est pas incroyable, mais qui n'est pas catastrophique non plus. IMDb est quand même vachement meilleur avec 7,6 sur 10. Alors, peu importe, pour donner beaucoup de précision, c'est pour que vous ayez une idée. Et voilà, des critiques, on va en citer plein, donc pas besoin déjà d'aller dans le détail, mais quand même assez mitigées. Globalement, est-ce que vous avez, dans les discussions que vous avez eues avec vos proches, avec vos amis sur les sorties du film, est-ce que vous avez senti que c'était globalement bien apprécié, ce dernier Mission Impossible ? Non. Non. Bah, perso, j'en ai parlé surtout avec les personnes avec qui j'étais à Cannes et les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et je sais que quelques personnes ont apprécié, on n'a pas approfondi, mais globalement, on avait tous un peu le même avis. C'était pas incroyable, quoi. Ok, un peu déçu, surtout par rapport à des gens qui auraient adoré la série de films, qui est parce que bon, en général, on vend toute cette série de films comme une série quasiment parfaite, hein, peut-être pas parfaite, mais en tout cas qui se maintient à un certain niveau de qualité, à part le deuxième, qui est toujours très détesté par beaucoup de gens. Ouais, ça c'est franchement fou quand même que le deuxième soit détesté, alors Le deuxième pour est moi c'est le détesté. deuxième meilleur de la saga, mais bon. Ouais. Bah, voilà, heureusement ici on avait des avis divergents. Moi aussi j'adore le deuxième, mais voilà, on a quand même une série qui est beaucoup appréciée, donc c'est dommage que ce dernier épisode le soit un peu moins. On va parler, si vous le voulez bien, tout de suite pour attaquer le vif du sujet, du scénario. Parce qu'on va parler un peu de ce film. Ici, à Radio Ciné, on est des passionnés et on adore en fait des histoires qui sont bien construites. Ce qui importe le plus dans le film, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça ne va pas être forcément tout de suite de parler d'image, de la qualité d'image, la 4K, de la qualité du son ou de performance. On est vraiment amoureux en fait, du médium cinéma qui est là pour raconter des histoires. Donc je vous propose de parler directement du scénario. Pour un peu vous guider,
je vous propose de vous citer une première critique, peut-être qui va lancer le débat, tout simplement, au sujet du show don't tell. On va détailler le show don't tell, ce dont il s'agit après. C'est David Rounet dans The Hollywood Reporter, qu'on a déjà cité dans plusieurs émissions, qui nous dit les conversations sur la gravité de la situation sont si nombreuses dans ce film qu'on a l'impression d'être pris au piège dans un interminable débriefing de commission, comme si c'était une sorte d'auto-parodie. On a David Rounet qui surtout parle du fait que la première heure du film, voire la première heure et demie, traîne en longueur et qu'on est dans des explications et peu de scènes d'action. Pour Mission Impossible, c'est un peu dommage. Est-ce que vous avez ce ressenti ou vous êtes en désaccord ? J'ai le ressenti pareil, c'est vrai c'est une intrigue qui met du temps à démarrer, mais en termes d'action, je pense que c'est pas mal aussi de situer la situation du film au début, de savoir où on se place, même si c'est vrai que ça met du temps. C'est vrai qu'on peut, sans trop dévoiler de l'histoire, on peut quand même se dire qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'explications, beaucoup de retours en arrière, justement, et que c'est peut-être ça qui est un peu dommage par rapport au médium cinématographique, où il y a un moment où on n'en a pas forcément besoin. Pas comme, tu sais, dans les séries télé, où on a besoin, dans l'épisode précédent, de savoir ce qui s'était passé. Là, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je peux comprendre qu'on sente au bout d'un moment, une demi-heure, même une heure, que ça mette du temps à démarrer. Moi, je suis assez d'accord avec la critique que tu viens de lire parce que effectivement, en fait, même je dirais plus, ça, c'est plus d'une heure de film, c'est ça. C'est en gros des personnages qui expliquent ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et bon, pour moi, le cinéma, c'est pas avoir des personnages qui racontent ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Il faut montrer les choses. Et là, effectivement, tu as l'impression que c'est des réunions on explique pendant 2 heures ce qui se passe, ce qui va se passer. Et le film, d'ailleurs, je trouve pas vraiment le temps de poser les scènes. C'est des enchaînements de scènes entrecoupées. Et d'ailleurs, c'est les seuls moments où il y a les scènes qui se posent vraiment. C'est dans les scènes d'action, dont une scène où vraiment qui est très longue. Je sais pas si je peux déjà. C'est celle du milieu ou de la fin ? Celle du sous-marin. Oui, bien sûr. Celle du sous-marin qui prend le temps. Et c'est là où vraiment, où je rentrais un peu dans le film, où je me dis, oui, là, le film prend le temps. Enfin, voilà, c'est posé. Et c'est pas des explications interminables on s'en contrefoutait. Enfin, personnellement, je m'en contrefoutais de leur explication interminable. Ça me faisait d'ailleurs penser au film Tenet. Pareil, où en fait, les personnages. De Christopher Nolan, qui est sorti il y a quelques années. Ouais, où les personnages prenaient vraiment des. En fait, toutes les scènes, c'était juste des scènes explicatives entre deux personnages sur des événements qu'on n'avait jamais vus et du coup, qui sont hyper abstraites pour nous, spectateurs. Et là, c'était un peu le cas. Du coup, je trouve que c'était 3 heures pour. Alors, en tout cas pour ces scènes d'explication. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le film pour nous écouter et on va éviter les spoils majeurs, c'est-à-dire qu'en fait on se permet de parler de la séquence du sous-marin et de la séquence des avions simplement parce qu'elles sont dans la bande-annonce, qu'elles sont surmédiatisées et vendues par le réalisateur. Donc disons que on va pas trancher au niveau de l'intrigue, on va être plutôt au niveau général sur vraiment les promotions qui sont faites par Tom Cruise et par toute l'équipe du film. Simplement, on a Sgt Pepper, donc mon critique préféré, Sens Critique, on le cite énormément de fois, ça nous fait rire à chaque fois, on adore Sgt Pepper, si jamais il nous écoute, qui nous dit d'interminables dialogues dans ce film où l'on répète en permanence les enjeux, c'était ce qu'on venait de dire, des plans qu'on échafaude. Et il nous donne un exemple, c'est une scène, c'est l'explication de Luther devant, donc Luther qui est joué par Ving Rhames, qui est l'acteur fétiche, un des acteurs fétiches avec Ethan Hunt, alias Tom Cruise, des Missions Impossibles qu'il a depuis le début, et Luther qui est devant la bombe et il explique les enjeux en fait de la bombe qui va exploser tout simplement et qui doit la désamorcer. Sauf que en bout de 15 secondes d'après Sgt Pepper on a compris, mais il y a des longues minutes d'échange avec Ethan Hunt pour essayer de comprendre, alors que ça donne un peu l'impression que il prend les spectateurs pour Tom Cruise, ou en tout cas la production prend les spectateurs pour un peu des amateurs qui ne comprendraient pas les enjeux assez rapidement. Voilà, donc cette scène est un peu dommage. Et on parle du show don't tell, ça vous convient aussi, par J.B. Tolsa, qui nous dit le show don't tell est quand même la règle numéro 1 du cinéma que proclame Tom Cruise. Et qu'est-ce qui différencie ce film, par certains passages, de production Netflix ? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous parler du show don't tell ? Ou vous préférez que je... C'est comme disait Tom, c'est-à-dire qu'il y a un moment où,
en tant que spectateur, nous, ce qu'on veut suivre, c'est de l'action. C'est pas de l'explication. Après, moi, ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que on est encore une fois comme on est au début du film et que la plupart des Missions Impossibles, et même tous les Missions Impossibles, ont eu l'habitude de nous plonger dans l'action très vite, de nous plonger dans la dynamique, dans l'urgence, en fait. Et je pense que c'est, encore une fois, moi j'ai assez bien apprécié l'expérience du film, mais je pense qu'il y a justement ce manque de caractère d'urgence qui fait qu'on est en effet dans toute une première partie où il y a donc où il y a l'explication, où il y a de la réexplication, où il y a aussi de la prévisualisation de ce qui va se passer après. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Tom. Moi, je suis de toute façon de la team et je pense que de toute façon le cinéma c'est du montrer avant tout et du parler ensuite. Et là, c'est carrément l'inverse. Et d'ailleurs, tu as dit, oui, effectivement, chaque Mission Impossible commence avec nous met directement dans l'action. Et franchement, je me rappelle même plus, pour te dire, hein, je me rappelle même plus comment commence le film. Je suis même pas sûr qu'il y ait une scène d'action au début. Ouais, voilà. Donc, on est sur, en tout cas, on est plongé avec l'entité dès le début. Ouais. On a le sarcophage entre guillemets et on est dans une espèce de si on veut être un peu méchant, on pourrait dire si on veut tirer à balles réelles un petit peu, tu vois, on pourrait se dire ça fait un peu bande-annonce dans le film, quoi. Oui. C'est ça, sans en dire trop. Je me souviens. Mais ouais, en fait, ça commence pas comme dans les autres missions. Toutes les autres Missions Impossibles commencent avec une scène d'action, soit qui foire, soit qui met un contexte de l'enjeu qui va être dans le film. Très clairement dès le début, avec voilà. beaucoup de pression. Et là, direct, on nous met des genres de flashbacks, bande-annonce. Ouais, c'est aussi des questions de points d'enjeu dans l'intrigue. On a David Sims dans Vie Atlantique qui nous dit ce qui était le plus divertissant dans Mission Impossible. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec lui. Ça n'a jamais été l'intrigue globale, selon lui. Ça a été autre chose. Il nous dit que dans Final Reckoning, on nous offre seulement des fioritures pour que les adieux de Tom Cruise, d'Ethan Hunt, soient à peu près réussis. Mais il manque de noyer donc Tom Cruise dans un flot constant d'applaudissements tonitruants et de références en fait au précédent film, d'un montage surcuté qui va assez vite finalement malgré la longueur du film, où en fait on veut tout dire mais en oubliant des règles on va dire basiques du scénario, du cinéma pour concentrer l'intrigue avec des éléments simples. Voilà. Et donc lui, il met en avant le fait que dans les autres Missions Impossibles, l'intrigue n'a jamais été, alors peut-être on va mettre le premier à part, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que où quand même je trouve qu'il y a un scénario qui est mieux construit, mais sinon on est dans des scènes d'action qui sont très bien réalisées, avec des intrigues qui ne sont pas tant complexes que ça, et on va droit au but rapidement, quoi. C'est quoi la question ? Est-ce que vous pensez aussi que au niveau du scénario, au-delà de ces show don't tell et ces explications interminables, est-ce que ça manque pas d'efficacité ? Si, moi carrément, parce que tous les autres Missions Impossibles déjà duraient en moyenne 2 heures, 2 heures en moyenne, un peu plus de 2 heures. Je crois le Fallout il dure 2h20, un truc comme ça. Effectivement, la plupart du temps, les scénarios sont clairs, nets et précis. Mais en fait, on ne regarde pas Mission Impossible pour. C'est pas à part le série le 1. Mais quoique, même, genre, je veux dire, même dans le 1, je veux dire, l'enjeu est très net, clair et précis et simple. Mais c'est les retournements de situation pendant le film qui sont intéressants, notamment tous les jeux avec les masques et même dans le 2. Ouais. Plusieurs fois, dans les Missions Impossibles, je me suis fait avoir par le masque. On sait qu'il existe, mais on ne sait jamais quand il va apparaître. Dans certains, ils ne sont pas utilisés. Et c'est ça qui faisait aussi, je trouve, la beauté de certains Missions Impossibles. C'est qu'en fait, ils mettent des outils en place dans les films. Et tu ne sais pas s'ils vont être utilisés ou non. Et c'est vrai qu'à rarement, peut-être que aussi je me mettais en spectateur qui réfléchissait pas, mais je sais pas. Mais je sais que par exemple quand j'ai maté le 2, sans vraiment spoiler, mais à un moment il y a une utilisation de masque et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que c'est une de mes préférées dans le jeu. Et c'est vrai que dans le dernier, j'ai pas ressenti toute cette vibe, toute cette vibe de Mission Impossible justement qui nous surprend au cours du film, mais où les enjeux sont clairs, nets et précis et simples. Bon, je veux dire là, l'enjeu il est quand même simple. Mais
D'ailleurs, j'aurais envie d'en parler des enjeux du dernier, mais même moi, j'ai pas compris en fait ce que l'entité voulait, enfin l'IA, parce que c'est une IA. Alors l'IA, on va en veut parler, faire, on va en mais parler vas-y. après. Simplement, donc là, on était sur les scènes d'action, puisque on n'arrête pas de dire oui, Mission Impossible, c'est des scènes d'action bien construites. Si vous voulez bien, on va passer à ce point-là, puisque il s'agit d'un des points les plus valorisés par les critiques, par les spectateurs, c'est les scènes d'action. En tout cas, s'il y a quelque chose à retenir Oui, qui est très bien. En même temps, il n'y a plus que ça à retenir, quoi. Bon, n'essayons pas d'aller dans l'extrême, mais on a des scènes d'action qui sont quand même saluées, félicitées, et puis la Qui communication sont très impressionnantes. très impressionnante, et puis la communication aussi de Tom Cruise et de toute l'équipe de Mission Impossible est faite sur ce point-là. On a 2 grandes scènes d'action qui ont séduit les spectateurs. La première, ça va être la séquence du sous-marin. La séquence du sous-marin en plein milieu du film. Souvenez-vous, en parlant de la séquence du sous-marin, on a le Vidéo Club qui nous dit sur Sens Critique que la mise en scène est exceptionnelle et le dispositif formidablement ludique, avec ce sous-marin roulant en permanence. Je vais vous faire un contexte rapide avant d'aller dans le détail. En fait, dans cette séquence du sous-marin, après on va vous mettre un extrait juste après si ça vous va. On a donc le sous-marin qui contient en fait un code spécial qui doit être, en fait, un élément que Tom Cruise, je vais essayer d'être le plus simple possible, doit récupérer avec une clé. Tom Cruise a la clé, il doit aller dans un sous-marin qui est échoué au fin fond de l'océan. Tout l'équipage est mort, le sous-marin est sous l'eau et en fait il doit juste nager très profondément, prendre l'élément et retourner à la surface. Voilà, pour faire simple. Et donc ce sous-marin pivote et il fait pivoter l'intégralité du décor. Et le Vidéo Club nous dit je viens clairement de vivre l'une des plus grandes séquences d'action de tous les temps. Mais comme Tom Cruise, il est temps de remonter à la surface et de revenir, ça m'a fait très rire, à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est une séquence ultra mielleuse, portée par un personnage féminin d'un autre temps. Un sauvetage, des ralentis, des bouche à bouche tout en subtilité, avec un supplément gros plan sur la maxi-poitrine et le regard pétillant sur Jésus Cruise. Voilà. Alors, il fait référence juste après au fait que on va mettre l'écrit juste Sans après. qu'on dévoile trop. Voilà, c'est qu'ensuite, il y a en gros, quand il remonte à la surface, il y a une séquence un peu mielleuse avec une des actrices du film. On a une autre scène d'action qui est également le fruit de nombreuses promotions. C'est celle des avions. Donc, vous le savez, peut-être ou pas, mais Tom Cruise, en fait, est un fou furieux de tout un tas de... en fait, il a un permis pour les avions, je ne sais pas si on dit permis, mais pour les hélicoptères. Il sait chanter, il courir. En fait, Tom Cruise, voilà, est un peu fait tout un tas de choses, et notamment, il est amoureux des avions. Et donc, il y a une séquence qu'il avait rêvé depuis de nombreuses années de faire, c'était la séquence finale de ce dernier film Mission Impossible, dans laquelle il s'accroche à un avion, tout simplement, à 2 avions même, pour poursuivre le grand méchant du film qui s'appelle Gabriel. Voilà, donc on a dans cette séquence des avions Ale Attawell qui, dans une interview d'IMDb, nous dit Ale Attawell, c'est l'actrice, qui nous dit nous ne pouvions pas assister aux cascades comme dans les précédents épisodes. Une fois dans l'avion, McCary demandait à Tom Cruise d'arrêter de sourire comme s'il s'amusait. Il y a quelque chose que j'adore quand je regarde toutes les interviews et les backstage des Missions Impossibles. Tous les acteurs et tous les journalistes qui en parlent nous disent qu'à chaque fois que Tom Cruise fait des scènes d'action, il est toujours aux anges, très souriant. Et en fait, il adore ce qu'il fait, tout simplement. Et il le répète plein de fois. Moi, je vis la vie de mes rêves. Je fais ce pourquoi je suis né, c'est-à-dire faire des scènes d'action. Je me régale. Et donc, quand moi, le fait de voir des gens passionnés comme ça, des acteurs qui se donnent à fond, peu importe la qualité du film, comment le spectateur va en juger, c'est que au moins on peut pas lui reprocher le fait de se donner à fond et en fait de véhiculer cette énergie positive et cette passion pour les films. Ça, je trouve que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes aussi, en tout cas quand on fait de l'art, quand on fait du cinéma. Et là, ce qui est très drôle, c'est de voir les différents acteurs qui rigolent en disant non, on ne pouvait pas assister, mais même qu'ils avaient peur en fait d'assister parce que la vie de l'acteur est en jeu. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue à ce niveau-là sur l'importance de la passion de Tom Cruise, de l'acteur en fait, qui véhicule dans ces films-là, en particulier cette série. Ça se sent à l'écran, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a quelque chose d'absolument choquant quand tu vois une séquence qui est
vraies, en fait. Moi, je pense particulièrement à la séquence de fin avec les 2 avions où on est vraiment avec lui, on est vraiment dans une cascade, je dirais, à l'ancienne. Et ça, c'est une thématique qui, je trouve, se sent pas mal dans ce film. Le parallèle entre, on va dire, nouveau monde, ancien monde, même si peut-être que je vais chercher un peu trop loin, mais c'est vrai que particulièrement cette séquence, en fait, je suis presque tellement fan de cette séquence que je trouve que malgré tous les défauts qu'il y a dans ce film, et il y en a vraiment beaucoup, la performance qui est faite dans cette séquence vaut vraiment le détour. Après, on est à une époque où Hollywood et d'autres peuvent faire des cascades incroyables, on peut faire... Mais là, le fait Tu veux que dire ce soit... numériquement? Alors justement, c'est ça, c'est-à-dire que même dans la tradition des James Bond, des tournages de James Bond, les cascades se font on va dire, en vrai. Il n'y a pas de trucage ou très peu de trucage. Et là, le fait que Tom Cruise fasse lui-même cette cascade, je trouve que il nous avait habitués à quelque chose de très haut niveau, il nous avait habitués à des cascades vraiment incroyables, mais là, la chorégraphie qui est mise en place et le déroulement de cette séquence est vraiment incroyable, je trouve. Je vois. Je vais te donner la parole, Tom. C'est juste la même chose que disait le Vidéo Club, qui disait ce film a 2 des plus grandes séquences d'action de tous les temps. Peut-être qu'il exagère un peu, mais voilà. À vous offrir, à vous de voir, mais il dit à vous de voir si vous êtes prêt à supporter 2h30 de calamité narrative pour y assister. Mais en tout cas, voilà, tu as partagé cette en fait, tu étais impressionné de voir ces séquences-là. Bon, après, Tom. De tous les temps, c'est peut-être exagéré quand même. Non, après, pour répondre à ce que tu as dit, oui, ça se voit que Tom Cruise est quelqu'un de passionné. Et pour l'avoir vu à Cannes pendant 1h30 en conférence avec justement Christopher McQuarrie, oui, ça se voit que c'est un mec qui aime ce qu'il fait, qui vit pour ça. Et d'ailleurs, je pense que la licence Mission Impossible existe parce qu'il aime justement ses cascades, etc. Oui. Encore, hein, je veux dire. Mais le problème, c'est que pour moi, surtout dans les 2 derniers Missions Impossibles, on commence à voir et on comprend, et d'ailleurs indirectement il le disait pendant la conférence, mais que maintenant c'est limite plus les cascades qui comptent que le scénario. C'est-à-dire que des fois, à un moment, je me rappelle, Tom Cruise, il a dit oui, des fois j'ai une idée de cascade et on essaye de l'introduire dans le scénario, voir comment on peut faire, etc. Oui. Et du coup, en fait, oui, donc on a 2 idées de cascade et on fait un scénario autour. Et je trouve que c'est pas comme ça que ça marche parce que ok, je suis d'accord, hein, les scènes sont très impressionnantes, mais maintenant on est, comme tu as dit aussi, on est à l'ère du numérique. Et est-ce que le spectateur lambda, quand je dis lambda, moi-même, hein, si je sais pas que c'est Tom Cruise qui a fait la cascade lui-même, est-ce que je vais vraiment le voir? Pas forcément, je pense. Et du coup, effectivement, le fait de jouer ces cascades soi-même, de les faire soi-même, etc., et de garder une forme d'artisanat autour de tout ça, c'est très bien, mais il faut que ça suive derrière. Ouais. Et pour moi, scénaristiquement, ça ne suit pas. Et aussi en termes de mise en scène, parce que c'est les plus grosses cascades de l'histoire du cinéma. Non, moi le 2 il m'a beaucoup plus impressionné en termes de mise en scène que ça. Enfin, je veux dire, la séquence de moto dans Mission Impossible 2, je suis désolé, mais elle est juste incroyable. On précise donc c'est John Woo qui a réalisé le deuxième Mission Impossible. Bon, on va en parler rapidement. Et d'ailleurs, juste, et même celle de Fallout, le saut en parachute dans Fallout, moi, m'a beaucoup plus impressionné. Pourtant, c'est qu'un saut en parachute. Mais je trouve en termes de mise en scène, de tension, elle est beaucoup mieux maîtrisée. C'est McQuarrie qui avait fait le 6e. On va en reparler rapidement plus tard des différents réalisateurs de Mission Impossible, rapidement pour vous inscrire dans la série de films. Là, on peut citer le réalisateur, donc Christopher McQuarrie. J'ai regardé plusieurs making-of pour me renseigner là-dessus. Et il y a un peu des choses assez récurrentes dans Mission Impossible, notamment on pense souvent au fait que Tom Cruise à chaque fois court dans ses films d'une manière assez spectaculaire. Il est toujours en mouvement, un côté très sportif, très actif. Et Christopher McQuarrie, le réalisateur, qui nous dit on ne peut pas avoir de Mission Impossible sans avoir Tom Cruise qui court, et que la philosophie même de Mission Impossible, c'est de transporter les spectateurs vers des endroits où ils ne sont jamais allés et où ils n'iront probablement jamais. Bon, il est vraiment on veut faire du grand spectacle. C'est ça le but en fait qui est promu dans ces films-là. Que ce soit McQuarrie ou Cruise, les deux vont promouvoir la même chose, cette passion, cette énergie. On a aussi Tom Cruise qui nous dit dans le making-of du film que c'est du cinéma.
entre guillemets, qu'ils ont filmé en IMAX, car c'est le meilleur format pour notre franchise, qu'il permet de véhiculer plus de sensations aux audiences dans les cinémas. Donc je précise pour les spectateurs et auditeurs qui ne connaîtraient pas, l'IMAX c'est un format d'image, une technologie assez particulière, et en fait il y a beaucoup de promotion qui est faite autour de la technologie qui est mise en avant, des cascades, comme on le disait. Je vais laisser la régie mettre un extrait, si vous le voulez bien, de cette séquence en avion de l'IMAX pour vous montrer un peu cette promotion-là. 3, 2, 1. You can't imagine how physically punishing it was for Tom to be on the wing. The wind distorts your vision. It's almost impossible to breathe. Donc voilà cette séquence en avion qui a une promotion dingue sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Mais est-ce que, par exemple, pour Tom, est-ce que tu considères, Tom, que c'est quelque chose de nécessaire, et est-ce que c'est très intéressant d'avoir toute cette promotion qui est faite sur la technologie, sur les cascades? Est-ce que ça dit quelque chose de la qualité du film? Je comprends pourquoi ils vendent dessus, parce que c'est ce que les gens veulent voir. Cependant, pour moi, c'est en fait, quand tu n'as rien à raconter, tu commences à vendre sur de la technique. Et il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi, mais 1917, je me rappelle que la promo du film a été complètement faite sur le fait qu'ils aient tourné un plan séquence. Mais les gens, je pense que la plupart des gens s'en foutent de savoir ce qu'est un plan séquence, de comment ça a été tourné. Alors si, ça peut mettre des étoiles dans les yeux en mode oh ouais putain, un truc de fou. Mais en fait, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous avez à raconter? Et dans le dernier Mission Impossible, c'est ça. C'est en gros, ils nous ont vendu la séquence de sous-marin et la séquence d'avion. Et pareil de dire en IMAX. Les gens ne savent pas ce que c'est de l'IMAX. Je veux dire, le public qui va voir Mission Impossible. Est-ce qu'ils savent ce que c'est de l'IMAX? Alors c'est juste pour dire ouais, on a des grosses couilles, et du coup vu qu'on a des grosses couilles, venez voir notre film. Sérieux, je pense pas que ce soit nécessaire de vendre un film sur des éléments techniques pour en faire la promotion et pour faire venir des gens, parce que les gens, quand ils viennent au cinéma, ils veulent voir juste une bonne histoire avec effectivement des scènes d'action. Ils veulent se détendre. Moi je me suis pas détendu en voyant Mission Impossible. Il y a des moments ça me faisait, le dernier, j'avoue, il y a des moments je me suis vraiment chié quoi, En tout cas les scènes de dialogue, de répétition, etc. Ouais, en fait, ça prend la majeure partie du film, c'est ça. Et les scènes d'action ne font peut-être, je sais pas, un quart du film. C'est peut-être un quart du film, je sais pas si. Non, certainement, mais en même temps, on peut aller. Je rebondis sur ce que tu disais, mais on a David Rounet qui, dans The Hollywood Reporter, nous dit quand même que, au sujet de cette promotion-là, que l'engagement de Cruise à réaliser ses propres cascades et à donner au public le frisson analogique d'un casse-cou filmé au lieu de trucage numérique s'est traduit par des exploits de plus en plus étonnants, selon lui, au fil des 8 films, et que c'est la raison principale, selon lui, de la longévité de cette franchise, que la franchise en fait repose sur cette promotion-là et sur l'accélération et l'engouement autour des cascades analogiques. Je ne sais pas si tu es d'accord, ou tu trouves quand même que c'est exagéré de simplifier Mission Impossible en parlant juste de ça. En fait, je pense qu'on s'est tous posé la question en préparant l'émission et en allant voir Mission Impossible, de se dire, est-ce qu'on y va pour l'histoire ou est-ce qu'on y va pour le spectacle, ou est-ce qu'on y va pour les deux? Et après, chacun est libre de voir s'il s'est trouvé satisfait par rapport à l'histoire, par rapport au spectacle ou par rapport aux deux. Moi, je me faisais la réflexion après le film en comparant avec une autre grande saga d'espionnage qui est James Bond. Mourir peut attendre, d'ailleurs, était un bon final. Oui, pour les James Bond. Oui, alors Tom cite ici Mourir peut attendre, qui est un des films de James Bond. Ne lance pas sur Mourir peut attendre. Comparé au dernier Mission Impossible, je trouve que c'est un meilleur final. Bon, ça c'est un autre débat, parce qu'on parle de James Bond. Une deuxième émission. James Bond, qui est une série que vous connaissez certainement, de films légendaires que tu comparais du coup. On se fera un truc au nom de James Bond. On pourra parler de Jason Bourne si tu veux. On pourra parler de toutes les sagas d'espionnage. Mais c'est vrai que en fait, moi je faisais le comparatif. C'est mon opinion, que là où les derniers James Bond sont passés vers quelque chose d'un petit peu plus psychologique, d'un petit peu plus
intimiste, entre guillemets, d'un petit peu plus personnel vis-à-vis du personnage de James Bond, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est complètement ça. Voilà. Là, Mission Impossible, c'est vrai que ça table beaucoup, je dirais, sur certains éléments qui sont le glamour, qui sont les scènes d'action. J'aime bien le côté artisanal, comme tu disais. D'ailleurs, tu trouves pas que Mission Impossible, c'est l'inverse de James Bond? Complètement. En fait, ils ont fait le chemin inverse. Au début, c'était plus intimiste. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est fou. Hein. Et c'est vrai que après, je dirais que c'est là où ils sont bons, c'est là où je suis totalement d'accord avec toi. Je me faisais la même réflexion, les espèces de courbes inversées, où en effet Mission Impossible, le premier, il était très sombre, très psychologique, et petit à petit, on a glissé vers quelque chose de plus grand spectacle. Et encore, parce que jusqu'au 3, même le 3, je trouve, le 3, je trouve, c'est un des plus, on va dire, un des plus ardus avec le personnage d'Ethan. Ouais. Et plutôt à partir du 4, à partir du 4, 5, qu'on est dans quelque chose de plus, on va dire, grand public. Et c'est pour ça j'avais lu dans les premiers articles sur la sortie du dernier Mission Impossible le côté polarisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des avis très tranchés sur ce film entre ceux qui ont vraiment détesté l'expérience, ceux qui ont adoré l'expérience et un peu du milieu. Parmi tout ça. Merci Léo, justement on va parler un peu de cette série. Alors un petit aparté, n'oubliez pas que vous avez des mots à placer. Voilà. J'ai pas oublié. Vous n'avez pas oublié, c'est très bien, vous êtes des agents hors pair. Irrévérencieux, crocodile, trottinette. Et épouvantail aussi, si vous voulez. Mais en tout cas, on parle d'une. N'oubliez pas aussi que vous pouvez jouer chez vous. Amusez-vous, je vous en prie. En tout cas, on est dans le 8e film d'une série de films. Alors bien sûr, c'est pas James Bond, on n'en a pas 25 films, mais c'est quand même une série qui dure longtemps. Petit rappel sur la série de films, sur les 8. Le premier donc est sorti en 1996 et réalisé par Brian De Palma, rien que lui. C'est pas 98 Alors, moi, 96, j'ai noté. il est possible que je me sois trompé, mais a priori. Je crois que c'est 98. C'est Godzilla, ça. C'est mon année de naissance en plus. Donc, il est possible que je me sois trompé. C'est bien 96. Hein. Là, ça me fait un +1 si quelqu'un peut vérifier. Voilà, si quelqu'un peut vérifier. Merci beaucoup. En tout cas, donc, c'est Brian De Palma qui est un réalisateur légendaire du cinéma. Je pense que ici, c'est bien 96. Voilà, on me dit à la régie. Merci beaucoup, Laurie. Mais en tout cas, donc voilà, réalisé par Brian De Palma, qui est un réalisateur légendaire du cinéma que j'adore. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. On a ensuite des grands réalisateurs tels que John Woo en 2000, J.J. Abrams, je ne sais pas si on peut le compter dans les grands réalisateurs, mais en tout cas, le troisième. Alors, mon préféré, c'est le troisième. C'est comme Tom disait, peut-être le plus obscur de tous, celui qui est le plus sérieux, notamment par rapport à son histoire à Ethan Hunt avec sa femme qui est menacée. Ensuite, nous avons Brad Bird, qui est aussi un producteur, qui réalise Protocol Phantom en 2011. Et à partir de 2015, Rogue Nation, nous avons les 4 derniers films qui sont réalisés par Christopher McQuarrie, qui est le seul réalisateur à avoir réalisé plus de 2 Missions Impossibles. En fait, il les a réalisés tous les derniers, les 4 derniers. Donc voilà, c'est une série qui est vieille de 30 ans, tout de même, ce qui n'est pas rien. Et c'était donc une série télévisée avant que Tom Cruise arrive à la barre en 96 du coup. La particularité, puisque c'est ça qui nous intéresse finalement, puisqu'on parle de ce film, de ce dernier opus, c'est qu'il fait des références, et de très nombreuses références, surtout au début du film, aux précédents films, de manière peut-être un peu trop poussive, selon certains spectateurs. Surtout au 1, je crois, non ? Surtout au 1, mais on a aussi le 3 aussi. Le 3, aussi avec la patte de lapin. Voilà. Oui. Brian Talerico qui nous dit dans rogerebert.com que c'est un film qui oublie une grande partie de ce qui rend cette franchise mémorable dans une heure difficile à manier et vraiment maladroite qui ressemble au plus long Previously On, c'est-à-dire nous avons vu comme dans une série que vous ayez jamais vu. Donc lui, il est vraiment voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qui arrivera après. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment d'avoir comme ça une sorte de Big Mac des précédents Missions Impossibles quand vous l'avez vu, si vous partagez ce sentiment. Moi, j'ai juste l'impression que ils savaient pas trop, encore une fois, quoi raconter, et du coup, ils se sont dit bon, vas-y, on va boucler la boucle en reprenant des éléments du 1
enfin ce que toute franchise fait. Hein, je veux dire, Tout franchise fait. bah ouais, enfin Star Wars, Jurassic Park, toujours des références au premier parce que c'est les meilleurs. Enfin voilà. Non, mais Et on va parler de nostalgie. Oh, trop bien, il y a un des personnages qui revient du 1, ouais, super. Et du coup, les gens, ils sont contents. Et au final, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est bien fait? Moi, je trouve pas, en tout cas dans le dernier Mission Impossible. Ça m'a fait ni chaud ni froid d'ailleurs. Et voilà. Mais Sgt Pepper, je vais te donner la parole juste après, Léo, mais il nous dit exactement la même chose sur Sens Critique. Il dit qu'il lorgne du côté des tendances les plus pénibles, selon lui, des blockbusters actuels, de cette cinématique universiation des franchises, comme l'avait fait Spectre dans James Bond. Il convient de croire à une mythologie, à des arcs narratifs qui relient tous les opus. Donc, tu as cité les James Bond, mais on peut citer aussi La planète des singes, évidemment Star Wars, voilà, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que, comme si, de nos jours, en tout cas après les années 2010 et surtout 2020, voilà, on a une sorte d'univers qui se crée et on n'est pas que dans l'univers de Marvel. On a un univers pour Mission Impossible, comme on aurait pour Star Wars, pour James Bond, La planète des singes, etc. etc. Léo, tu t'en penses quoi de cette Je trouve que la référence à l'épisode 3 est pertinente. L'élément, sans en dire plus, de l'épisode 3 qui est intégré dans l'épisode 8 a beaucoup de pertinence. Après, je rejoins Tom par rapport à l'élément ou les éléments, je sais pas s'il y a peut-être quelques éléments du 1 qui reviennent, qui sont... Je crois qu'il y a je crois que même l'élément déclencheur de ce qui se passe dans le 7 et 8, c'est ce qui s'est passé dans le 1, je crois. Hein. Oui, dans le 1 et le 3. Voilà. Ouais. Voilà. Mais Ouais. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que... Enfin, sur le coup, j'ai trouvé que c'était assez bien dosé puisque ça faisait sens. C'était pas « Ah, on est arrivé à un certain épisode et on va se servir de manière assez gratuite de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents pour alimenter le scénario. » Mais je suis assez mitigé. En fait, je trouve qu'ils ont réussi à bien doser l'affaire, mais que, encore une fois, l'élément de l'épisode 3 qui est intégré dans l'épisode 8 a vraiment du sens, a vraiment beaucoup Il est de au sens. cœur du scénario, quoi. Et en plus, j'avais revu l'épisode 3 peut-être 2-3 jours, vraiment pur hasard, avant de voir Final Reckoning en salle. Donc ça me parlait encore plus. Oui. Mais voilà. Ok. Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi à ce sujet. Et voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à l'extrême en disant que le scénario est fait simplement d'un mash-up des précédents épisodes. Il y a quand même du sens. Non, pas du tout. C'est Il y a juste du sens. des éléments sont repris des épisodes précédents pour donner cette sensation de Tout est lié. tout est lié. Alors Mais que... il faut le faire. C'est une tendance actuelle du cinéma où on veut absolument que tout soit. Oui, mais Tout est un bon, sens. est-ce que c'est juste une tendance, quoi? Enfin, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je trouve pas. Et surtout, moi, ce que j'aimais bien dans les Missions Impossibles, surtout jusqu'au 4, c'est qu'en fait, ils étaient tous très différents les uns des autres, même en termes de réalisation, en termes même d'enjeux, etc. Et là, de vouloir d'un coup, on va dire, contrebalancer ça, parce que c'est un peu ça, parce que chaque épisode se suivait pas vraiment, à part à C'est partir vrai. du 4, C'est voilà. Mais ouais, je sais pas. C'est ça. Et puis, je rappelle aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Radio Ciné, en fait, c'est une émission où on parle de l'actualité du cinéma. On essaie de voir qu'est-ce qu'il en est du cinéma de nos jours, comment ça évolue. Donc, c'est intéressant aussi qu'on se pose cette question-là, de savoir pourquoi il y a cette tendance et est-ce que ça va continuer et qu'est-ce que ça dit aussi de notre époque. Est-ce qu'on est à court d'histoire? Voilà, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ces réflexions. Mais nous allons passer tout de suite à notre prochaine thématique, au sujet de Tom Cruise, puisqu'il y a eu de très nombreuses critiques dans ce film-là. On a reproché le fait qu'en fait, Tom Cruise serait tellement mis en avant qu'il serait carrément sanctifié, mis en avant comme une sorte de saint, que ce serait un film à la gloire de Tom Cruise. Alors on va en parler, on va voir. Parce que ici, je pense qu'on aime bien Tom Cruise. Bon, peut-être je l'aime un peu plus que vous. Moi, je suis un très grand fan, mais J'aime beaucoup Tom Cruise aussi. Tom aime beaucoup Tom Cruise. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui nous regardent, mais on a deux facettes des Tenant. On a les Tenant t-shirt noir, comme dans le premier Agent Secret, et on a en costume avec Léo. Voilà, c'était réfléchi. Mais en tout cas, voilà, on a un film où Tom Cruise arrive à une sorte d'apogée de glorification. Carrément, Sgt Pepper, encore lui, sur Sens Critique, il nous dit qu'on a une intrigue vide de substance et que le seul propos reste la géographie. Alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas ce terme, c'est la géographie, une rédaction de la vie des saints.
voilà, où on écrit la vie de différents saints, d'un personnage qui est Hunt, du coup, l'agent Ethan Hunt, et qui est un agent qui a depuis longtemps fusionné avec son interprète, c'est-à-dire que on ne fait plus la différence en fait entre Hunt et Cruise, quoi, et Tom Cruise. Est-ce que vous avez ce sentiment? C'est vrai que quand on parle de Mission Impossible et qu'on parle du personnage d'Ethan Hunt, on dit Tom Cruise. Moi, je dis tout le temps Tom Cruise. Enfin, c'est vrai que c'est rare que je dise Oui. Ethan. Je dis Tom. Donc là, je peux que. Ironie de ta part de dire ça. Ouais, c'est très ironique. Oui. Ouais, parce qu'il est- Entre Tom, on se comprend. puisque voilà, un autre agent Tom. C'est plus facile pour toi, je pense. Ouais, c'est plus facile, tout à fait. Non, mais oui, je suis assez d'accord là-dessus. Et après, je reste que depuis l'épisode 1, ça a toujours été quand même centré très sur le personnage de Tom Cruise. C'est juste qu'en fait, moi, ce qui m'a gêné, surtout avec les derniers épisodes, c'est que là où dans les précédents épisodes, Tom Cruise était toujours mis en avant, parce que c'est l'héros du film d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est lui qui est à la base du projet, du 1 même, parce que c'est lui qui a produit, c'est lui qui a cherché le réalisateur, parce qu'à la base, c'était Spielberg qui voulait. Tom Cruise voulait que Spielberg réalise le 1, Oui. et finalement, il a demandé à Brian De Palma qui a accepté. Oui, normalement, ça devait être Spielberg. Voilà, mais en avec- gros, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi C'est son bébé. c'est son histoire, enfin, c'est ses films. Et donc, je comprends Oui. qu'il soit mis en avant, sauf que le problème, je pense, c'est accentué dans les derniers parce que les autres personnages sont effacés. Là où dans les précédents épisodes, les personnages étaient beaucoup plus développés, étaient plus présents. Ouais. Bah, en fait, dans les derniers épisodes, en fait, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout des personnages Non, mais c'est On vrai. dit que les Je personnages suis sont au d'accord. service. Je suis d'accord On avec en a toi. rien à foutre, à part Luther et comment il s'appelle l'autre comédien. Simon Pegg qui joue. Ouais, qui à joue part les Chief deux là, Oui. à part les deux là qui sont des personnages très récurrents et encore il y avait un autre personnage qui apparaît dans Rogue Nation, l'agent secret anglaise, je me rappelle plus de son nom, je suis vraiment désolé. L'agent secret anglaise. La Anglaise. fille de Max. Ilsa Faust. Ouais, je crois que c'est ça, c'est celle qui est dans Rogue Rebecca Nation. Ferguson. Ouais, mais sauf qu'elle est plus là dans le Non, donc voilà. Mais à part ces deux, Luther et voilà l'autre, en fait les autres on s'en fout et même eux sont pas très mis en avant en fait. Tu sais ce qui est la grande différence avec la série télé, où vraiment dans la série télé, c'était choral. C'était pas un personnage qui était mis en avant. Ah, oui. Un peu comme dans la saga, et les autres étaient vraiment secondaires. Vraiment dans la série télé, il y avait toujours, même s'il pouvait y avoir un épisode qui était plus centré, qui mettait plus en avant un personnage, mais il y avait vraiment ce côté équipe où en fait le personnage c'était l'équipe. Ouais, mais je le sens quand même moi je l'ai quand même senti dans les premiers épisodes, surtout dans le 1 où c'est littéralement son équipe qui se retourne contre Oui, dans lui le 1, aussi. c'est vraiment choral Donc, au début. Oui, c'est Je vrai. veux dire, il y a quand même ce truc d'équipe, mais franchement, dans les derniers, le 7, franchement, je me rappelle presque plus rien, je suis désolé, mais le 8, je sais que franchement, c'est juste des personnages qui sont en arrière-plan, on dirait des PNJ, et ils apparaissent quelques fois pour tirer. T'exagères peut-être un peu, mais oui, il y a moins de Ouais. développement il y a moins de développement de personnages. Des gros effectivement. PNJ, quoi. Voilà. Après, tu vois, tu posais la question par rapport à est-ce que c'est une glorification de Tom Cruise. Moi, je suis dans l'inverse par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, je sais pas si tu le disais comme ça, mais c'était que je ne vois pas Tom Cruise, je vois Ethan Hunt, vraiment, dans le film. Il l'incarne pour toi, le Il personnage. l'incarne oui. totalement. Alors, comme tu disais, tu vois, je te pique entre guillemets ta formule, que les deux sont inséparables, en fait, qu'il y a vraiment un mélange Ouais, total. ouais. Maintenant, je pense qu'en même temps, il est, comme tu dis, à la tête de la saga depuis 30 ans. Il est producteur. Ouais. Il est quasiment coréal C'est- depuis. oui. Non, mais je vois depuis, aussi, voilà. moi je vois aussi Ethan dans les films. C'est juste pour dire que effectivement, oui, on peut. Enfin, c'est oui, Tom Cruise et Ethan, c'est presque les mêmes. Quoi. C'est presque les mêmes. Quand Après, on a aussi une sorte de mise en abîme, si vous, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais une mise en abîme de la figure de Tom Cruise à Hollywood. Alors, si vous connaissez un peu la carrière de Tom Cruise et sa place à Hollywood, il y a quelque chose qui est souvent raconté, c'est qu'on dit que Tom Cruise veut sauver Hollywood. En tout cas, c'est même lui qui le dit, clairement. C'est surtout Spielberg qui a dit ça à Tom Cruise. Spielberg l'a dit, mais ensuite Tom Cruise a repris la formule. Enfin, en gros, il le présente comme ça, notamment à partir de, par exemple, quand il avait fait Top Gun, le second, où vraiment il y avait cette figure où ça n'a plus à Hollywood et on appelle le boss, Tom Cruise. Et T'as raison, c'est Spielberg qui avait dit ça à Tom Cruise en disant tu as sauvé, Pour Tom tu as Gun sauvé Hollywood. Maverick. pour- Mais- pour Tom Gun, ouais. Ouais, mais je tiens quand même à préciser que Tom Gun Maverick, c'est moi, je n'ai pas vu le film, vous allez m'insulter. Je n'ai toujours pas vu, mais je me souviens que quand il est sorti, c'est un des films, je sais pas
ça faisait combien de temps qu'un film n'avait pas fait ça, mais il est resté, je ne sais plus combien de mois. Il est resté très longtemps. À Alors, je l'affiche sais pas votre avis, en moi j'avais France. adoré. Mais c'est quand Je même. l'ai pas vu non plus. Ah, Mais mince. c'était en pleine période Covid où Oui, un mais peu c'était après. avant un peu Barbenheimer, après, je me rappelle, il me semble. c'était encore en été, mais je veux pas m'abuser, mais je crois qu'il est resté 5 ou 6 mois à l'affiche. Oui, Genre, il mais c'est était resté très longtemps. C'est une folie pour un film de nos jours de rester aussi longtemps à l'affiche. Et je peux comprendre qu'il y ait eu cette réflexion de la part de Spielberg là-dessus. Je pense que ça faisait longtemps qu'un film n'avait pas autant peut-être marqué dans les salles. On a Sgt Pepper qui nous dit que Ethan Hunt sauve le monde pendant que Cruise se donne pour mission de sauver Hollywood. On connaît le credo, du coup, lui, il cite à nouveau Top Gun Maverick, depuis Top Gun Maverick, qui a donné des ailes à l'acteur/producteur et mettant toute son énergie et son argent dans le double volet final depuis Dead Reckoning et ensuite Final Reckoning. Donc voilà, pour rejoindre ce qu'on venait de dire, c'est que voilà, il y a cette mise en abîme et donc la figure de l'acteur se confond un peu toute cette question-là autour en fait de la place de Tom Cruise. Tu veux dire un manière côté christique, un côté Presque, sauveur. il y a un côté un peu christique. Voilà, même si l'ego de Tom Cruise, en fait, c'est pas forcément une question d'ego, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté un peu. Surtout, je veux pas dire, mais dans le scénar, il y a quand même ce truc de on lui donne tout. Enfin, faut pas déconner. Et d'ailleurs, j'ai détesté ces scènes avec la présidente des États-Unis, mais complètement lunaire, genre où on lui donne un sous-marin, on peut lui donner un porte-avions. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu le sauveur christique. Là où dans les précédents, justement, c'était l'inverse. Là, on sentait beaucoup plus d'enjeux parce se battre même contre ses alliés. Voilà. Je sais que c'est dans le Rogue Nation, je crois, où la CIA. Okay. La CIA carrément avait été contre lui, quoi. Bien sûr. Et on me dit que le temps avance, donc je vais avancer un peu, mais on a aussi des admirateurs tels que Peter. Ne recule pas. Non, c'est fou, quoi. Tel que Peter Bradshaw dans The Guardian qui nous dit que on reconnaît Tom Cruise, en fait qu'il est toujours jeune. Bon, ça c'est très drôle d'ailleurs de le voir qu'il ne vieillit jamais, toujours en forme. Ouais. Il ne dit jamais à cette horloge absurde de l'Armageddon, quelle folie. On a Eric Baby Yoda qui dit, lui à l'inverse, il s'amuse sur Sens Critique. Tom Cruise s'ennuie tellement que tout ce qu'il veut faire, c'est inventer des cascades à chaque fois plus dangereuses, histoire de trouver le sens de la vie qui lui échappe de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. Bon, lui, non, l'inverse, je rigole un peu, je voulais avoir les deux côtés. Mais on a des admirateurs et on a forcément des personnes qui reprochent ce côté-là. Mais moi, j'adore les personnes passionnées, de manière générale. Et c'est pour ça que j'aime tant Tom Cruise, c'est qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, et je suis d'accord avec ça. Mais je trouve qu'il manque, en tout cas dans ce monde, et notamment dans le cinéma, de personnes qui sont véritablement... passionnés et qui se lèvent tous les matins. Là, Tom Cruise, j'ai regardé beaucoup d'interviews, mais qui regarde un film tous les jours, qui a des collections interminables de DVD, qui adore les salles de cinéma, qui en tournage est toujours passionné, fasciné, bienveillant avec ses équipes. C'est une émission à la gloire de Tom Cruise. C'est une émission. Non, mais voilà, c'était le fan qui parlait, mais c'est important de préciser que cette passion-là, c'est important. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Tu vois, j'ai travaillé avec un assistant réal qui était dans l'équipe française du 6, du Mission Impossible 6, toute la séquence en France, et qui me décrivait comment Tom Cruise bossait, et tout ce qu'il décrivait, c'était vraiment la passion, c'était la précision, c'était comment Tom Cruise était entre action et coupé, et avant action et après coupé. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Oui, toi, tu as eu cette expérience à rapporter. Ce rapport d'expérience, et en effet, je te rejoins sur quelque chose qui est quand même très très impressionnant d'investissement et de passion de la part de Tom Cruise, clairement. Mais malheureusement, parfois, ça ne suffit pas pour faire un bon film. Parfois, ça ne suffit pas. C'est justement au niveau de cette communication, on a Brian Tallerico qui nous dit nous n'avons pas besoin qu'on nous dise à quel point Tom Cruise est important pour le cinéma pour apprécier sa dernière mission. Après tout, c'est lui qui fait tourner la roue. Lui dit on n'a pas besoin de préciser que c'est le sauveur, que c'est lui. En fait, il a juste à faire des films et ça suffit. Il est assez bon pour ça. Ouais. Voilà. Et ça aurait pu, personnellement, si tu me racontes une bonne histoire avec une belle mise en scène, tu m'aurais mis quelqu'un d'autre que Tom Cruise, j'aurais tout aussi apprécié. Oui. Alors, mes amis, il reste 8 minutes, donc on va essayer d'aborder la dernière thématique avant de faire le règlement de compte avec la bombe.
Comme dans tout Mission Impossible, moi ça me fait toujours très rire. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand il reste 30 secondes et voilà, il reste 30 secondes pour sauver l'humanité. Ben, let's go, allons-y. On est dans le cinéma, on a le temps. Bref, ça c'est aparté. C'est une réflexion aussi contemporaine sur l'IA. J'aimerais en parler puisque voilà, sur Radio Ciné, on parle de l'actualité du cinéma et c'est important voilà d'aborder ces thématiques-là puisque l'IA, en tout cas ici, on est persuadé de ça. On pense que c'est une des thématiques les plus importantes qui sont abordées, qui doivent être abordées par les médiums, que ce soit la musique, la littérature ou le cinéma. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la figure de l'IA dans ce film, puisque l'IA représente finalement l'antagoniste? Est-ce que vous pensez qu'elle était intéressante, riche et pertinente? Alors personnellement, je trouve qu'elle n'est pas plus pertinente que dans d'autres films. Je trouve qu'il y a d'autres films qui ont fait beaucoup mieux, notamment Matrix et même Terminator, j'ai envie de te dire. Et d'ailleurs, je n'ai pas trop compris les enjeux et les motivations de cette IA. Parce que, en fait, il faut spoiler au bout d'un moment parce que là, vraiment... Tu peux... en fait, l'IA essaye de prendre le contrôle des différents missiles nucléaires des différents pays du monde qui possèdent l'arme atomique. Et je ne comprends pas pourquoi elle veut absolument détenir tout l'armement atomique mondial avant de faire exploser. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi aussi la présidente américaine veut riposter sur sa propre ville, sur une de ses propres villes américaines pour pouvoir contrer l'IA. Si quelqu'un a compris, vraiment, je veux bien qu'on m'explique parce que je n'ai pas La deuxième partie, c'est, je crois qu'il y a un terme, c'est profits et pertes. Il y a un côté, si on bombarde tout le monde, il faut qu'on puisse... de manière diplomatique, entre guillemets, s'auto-bombarder pour que ça passe. C'est résumé très brièvement, comme ça, mais c'est surtout très con, parce que c'est une IA qui interagit. Mais dans tous les cas, ça va finir comme dans Terminator. Après, ça va être la fin de oui, l'humanité, mais c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, il nous parle d'enjeux diplomatiques dans le film. Mais je veux dire, au bout d'un moment, si l'IA elle a tout l'armement atomique mondial, enfin, on est mort. David Rounet qui nous dit justement que les programmes d'IA Renega font des super vilains incroyablement ennuyeux, selon lui. Et le plus effrayant, c'est que nous allons certainement voir tout un tas d'autres films à leur sujet, au sujet des IA. Et il dit, moi je préfère clairement les robots. Voilà. Donc là, il est team, bon, peut-être pas 2001, mais en tout cas, voilà, les films avec des robots où l'intelligence est matérialisée et que là, ça risque de faire des films un peu ennuyeux. Pour lui, voilà, cette intelligence, je sais pas si ça s'inscrit dans l'actualité. Après, c'est vrai qu'on préfère toujours des affrontements entre humains. C'est-à-dire qu'en plus, le souci... Enfin, moi, je dirais que ça pourrait être une qualité selon si les spectateurs apprécient ou pas le film. C'est que comme c'est une IA toute puissante qui est en perpétuelle évolution, en perpétuelle réflexion, en perpétuelle amélioration et en perpétuelle, je dirais, mainmise sur le narratif de ce qui se passe, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans les 2 derniers épisodes, là dans le 7 et le 8, c'est que c'est l'antagoniste, littéralement, qui décide de ce qui se passe, il est en contrôle de la situation. Comme tu dis, voilà, en contrôle de la situation. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, mais comme tu dis, qu'on voit dans d'autres films, qu'on a vu dans d'autres séries, dans tout un tas d'autres œuvres. Mais c'est vrai que ça, c'est assez inattendu pour un Mission Impossible, je trouve. Je vois. Mais les amis, il reste 2 minutes. Donc, ça va être court. Ça va être 3 minutes, on me dit à la régie. Alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est je vais vous citer 2 courtes critiques, une positive, une négative. Encore des critiques. Et on va pouvoir conclure sur ça. Mais c'est le nerf de la guerre, les critiques, les amis. Il faut bien citer ses sources. Alors on a une critique plutôt négative de Clarisse Lougret d'un The Independent qui me dit « Final Reckoning est intrinsèquement absurde. C'est le genre de titan lugubre qui semble parfaitement adapté à ce qu'il est, puisqu'il s'agirait du 4e film le plus cher jamais réalisé. » Et on a une critique plutôt positive de DC Charlard sur Sens Critique, toujours. On adore Sens Critique ici. Qui nous dit « On ne pourra retenir qu'un aspect visuel réussi, 1 ou 2 scènes bien réalisées, et un Tom Cruise qui, même dans l'erreur, se donne à fond. » Lui, salue voilà, on va dire l'énergie et la passion véhiculée. Est-ce que ces critiques résument votre ressenti plus ou moins ? Plus ou moins. Tu peux répéter la première ? La première, c'est que The Final Reckoning est intrinsèquement absurde. C'est un titan lugubre qui ressemble parfaitement à ce qu'il est, c'est-à-dire un titan, puisqu'il s'agirait du 4e film le plus cher jamais réalisé. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ces critiques, mais bon. Non, c'est très général volontairement. Oui, c'est le plus cher, mais en même temps, j'ai pas l'impression c'est pas le film où j'en ai pris plus
j'en ai pris plein la gueule, quoi. J'ai d'autres missions impossibles où j'en ai pris plus et je Même pense que si c'est c'était moins pas le cher. plus cher. Voilà, donc et je trouve, même le Rogue Nation, qui est le premier de Christopher McQuarrie, je trouve qu'il était beaucoup plus impressionnant que je me rappelle, il y a une scène de moto et de voiture qui est dingue, quoi. Oui, t'es impressionné. Alors, les amis, c'est le compte à rebours final. Donc, Le dernier mot. le dernier mot, simplement. Bon, après, on va conclure tranquillement l'émission. Simplement, là, la bombe va se mettre à exploser. On va faire le bilan du mini-jeu pour savoir si vous en sortez. J'ai oublié de dire Harlequin. Ah, il y a un seul mot que tu avais dit. Alors... J'en ai oublié plein. Léo, Le chien de ma mamie, je veux dire, je savais pas comment la caser celle-là. T'as dit quoi? Le chien de ma mamie ou le chien de ma grand-mère. Ah, il faut aller raconter des anecdotes. Ouais, c'est fou. On va me dire à la régie le nombre de points. Alors déjà, est-ce qu'on peut me dire le nombre de points pour l'agent d'Alem, ici présent? Un seul point. Alors, on a super mal compté parce que j'ai dit beaucoup plus de mots. Ah, ça allait au plus de mots. Alors, c'est quoi faudra Si en plus c'est truqué, c'est truqué, tu vois. J'ai dit je ne sais pas combien de mots, j'ai un point, ok. Ah, bon, alors, on va recompter les points après. Et pour l'agent Bontempelli, on fera en post-prod. 3 points. Ah. Je pense que c'est truqué. Après. Ouais, je pense que, dit plus aussi. Non, mais parce que vous savez qu'à la régie, il y a une trahison. Moi, je peux dire combien. Moi, je peux compter mes points parce que j'en ai dit plus. J'ai 1, 2, 3 et 4. Ah, ça y est, on est mort. Explosion de la bombe. Donc le chronomètre la bombe vient d'exploser, c'est-à-dire que les pattes sont cuites vu que c'est un minuteur finalement. Avant de conclure, on peut dire un mot simplement qui résume votre impression sur le film, un mot, une petite phrase. Vas-y, je t'en prie, il faut que je réfléchisse. Si vous avez une dernière phrase à dire, c'est... Casse-gueule. Casse-gueule. C'est quelque chose de casse-gueule parce que c'est un gros travail, c'est très risqué. Enfin, ouais, je trouve que c'est casse-gueule parce que je pense que ce film, à mon avis, ne marchera pas. Je pense qu'en même temps, il sera peut-être redécouvert avec le temps, mais je dirais que ouais, c'est une prise de risque. Est-ce que c'est le dernier? On ne sait pas. Ça, moi, je pense que c'est le dernier. En tout cas, moi, je dirais que c'est quand même un film à voir. C'est un spectacle à voir, même si on partage certains points de déception dessus. Moi, je dirais pétard mouillé pour faire un jeu de mots avec les bombes qui explosent dans Mission Impossible. Oui. Là, la bombe a explosé, un bon pétard mouillé. Mais ça n'a pas fait une grosse explosion. Et non, je sais pas. Je trouve que c'est pas un film qui conclut vraiment. Enfin, j'ai pas senti de conclusion dans cette saga avec ce film. Je trouve que c'est pas le meilleur en plus. Donc, pour moi, c'est un peu raté. Et je pense que d'ailleurs, moi personnellement, je pense qu'il y aura d'autres Missions Impossibles. Parce que je pense pas que Tom, parce que là on est quand même question de Tom Cruise et je pense pas que Tom Cruise va vouloir tourner la page. Même à plus de 60 ans. En tout cas tout de suite. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup pour... Pas de recommandation ciné? Non, ok. Pas de si, bien sûr, il y aura une recommandation. Mais avant, on y tient. On y tient, ne vous inquiétez pas, il y a les recommandations, vous en faites pas. Simplement, avant, j'aimerais quand même remercier, c'est très important, déjà Abel Duflo, qui est présent, qui a réalisé le live, aidé bien sûr par Antoine. On remercie l'AMIE qui nous permet d'enregistrer ici, de Paris, le Labo 6 et Antoine Courret ici présent, ainsi que mes chers chroniqueurs, Léo Bontempelli, merci à ma gauche. Merci Laurie aussi. Et Tom Dalem ici présent. Ça m'a fait plaisir de Laurie aussi présente aussi, qui nous a aidé pour les questionnaires, même si apparemment il y avait de la corruption. C'est un peu foiré quand même. Parce que... mais c'était voulu. Je vais quand même dire on peut jouer. Si par exemple vous jouiez chez vous. Mais c'est juste pour vous rendre compte du truc. De la difficulté. Donc j'avais pédiatre, épouvantail, je ne peux pas en croire mes oreilles, diplodocus, mourir peut attendre. Tu n'es pas seulement un lâche. Non, tu n'es pas seulement. Oui, si tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laisse deviner. Alors ça, je sais pas comment on aurait pu le placer. Il fallait faire une référence. Faut pas se fier aux statistiques et c'est de toute beauté. Voilà. Pour avoir un peu un ordre d'idée. J'aimerais remercier également déjà Elina Ponceau, d'Oura Studio, qui a fait les graphismes de l'émission. Voilà, merci Elina, ainsi que Paul Battista qui fait la musique du générique que vous avez pu entendre. Grosse team. Voilà, grosse team. Nous avons également Taran, gros, qui nous a aidé pour les costumes. Et je remercie par la même occasion tous les membres de Radio Ciné, l'association, puisque jusqu'à présent, Radio Ciné, c'était l'émission. Et maintenant, ça devient une véritable association où
nous allons avoir d'autres projets, donc suivez ça de très près. Radio Ciné, voilà, nous avons le logo juste derrière moi, coproduit par Linden Studio. Voilà, merci à tous les membres qui nous suivent, merci à tous les spectateurs, les auditeurs. C'est une tradition pour terminer les émissions, on a l'habitude de conclure toujours en recommandant un film qui est sorti récemment au cinéma. Un film que l'on conseille, alors idéalement sorti récemment, si on peut faire une exception, si vous le voulez. Tom, Léo, vous avez une petite recommandation pour, Il y a 2 films dont j'aimerais parler très rapidement. Un film que j'ai vu il y a 2 semaines qui s'appelle Zion de Nelson. Ah ouais, Foy. on l'a vu avec. On l'a vu ensemble, Gabriel. c'est drôle. Yes, Oui. un thriller qui se passe aux Antilles, en Guadeloupe. Thriller, on va dire, social, un genre de La Haine moderne version antillaise. Et vraiment, je recommande ce film. Je suis très, très touché. Je connais un peu Nelson et son père surtout. Et vraiment, je ne peux que dire du bien de ce film. Et un autre film dont je fais la pub que je n'ai pas encore vu, je vais être très honnête, je ne l'ai pas encore vu. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse la pub de ce film. Ça s'appelle Else de Thibaut Hémin, qui était mon professeur à Paris 8, professeur à la fac. C'est son premier long métrage. Je sais qu'il a fait il a traversé beaucoup d'odyssées et de turbulences pour arriver à faire ce film. Je sais qu'il est très inspiré par Lynch, par Cronenberg. Ça a l'air d'être un thriller fantastique, horrifique, en tout cas, qui est sorti en salle cette semaine. Et je ne peux que recommander d'aller le voir parce que moi-même, j'irai le voir. Voilà. Merci. Merci Léo. Et Tom, ta Ok. petite recommandation? On peut dire des films qui sont pas sortis. on peut faire une petite entorse à la règle. Il faudrait que ça soit idéalement soit lié à l'émission ou alors... En gros, vu que j'étais à Cannes et que j'ai vu pas mal de films Ah à oui, Cannes, peut-être. j'ai Pourquoi pas l'actualité En de fait, Cannes. malheureusement, j'ai des recommandations de d'actualité. films qui sont pas encore sortis, ça? Ouais. Oui, tu peux. Du coup, je dirais en premier Sirat. C'est un film qui va sortir qui a gagné le prix du jury d'ailleurs à Cannes, qui sort en septembre. Donc bon, c'est dans un petit moment quand même. Mais je conseille vraiment ce film parce que moi, il m'a vraiment mis sur le cul. C'est un film ultra dérangeant. Enfin, c'est vraiment une expérience de cinéma. Il y a quelqu'un qui disait, je sais plus qui j'avais vu, c'est comme si Gaspard Noé avait réalisé Mad Max. Voilà. Ça donne envie. Donc vraiment, je conseille vraiment ce film fortement. Bon, pour moi, c'était une Palme d'Or, même si j'ai pas vu tous les films de la compétition. Mais bon, bref. Un film incroyable, franco-espagnol. Et pour être un peu plus dans le thème de Mission Impossible, j'ai un deuxième film à conseiller. Bon, c'est pas non plus une masterclass, mais dans l'idée de l'IA. En fait, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, le réal, qui va sortir ou qui est sorti, et que j'ai vu aussi à Cannes, qui s'appelle Dalloway, avec Cécile de France. C'est le mec qui a réalisé Boîte Noire, je crois. Je sais plus comment il s'appelle ce réal. Bref, et en gros, ça parle justement de l'IA et de l'IA dans le monde artistique. Voilà. Donc il y a une réflexion un peu plus poussée et intéressante que dans Mission Impossible. Bon, c'est pas les mêmes films. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas mais non plus en un tout cas, film de malade, mais intéressant parce que c'est lié à l'intelligence artificielle. Donc voilà, si jamais. Merci Merci, beaucoup. Tom. Merci pour Merci ces à vous. recommandations. On ira voir ça dès que ça sortira. Merci beaucoup. Ouais. Et pour ma Crois-moi. part, une fois n'est pas coutume, puisqu'il n'y a pas tant de films de ça malheureusement au cinéma que j'ai adoré récemment. Pour ceux qui connaîtraient pas très bien la carrière de Tom Cruise, qui en tout cas penseraient qu'il a des rôles souvent clichés liés à Mission Impossible, j'ai envie d'étendre un peu en vous parlant de mes films préférés avec Tom Cruise. Je vais citer simplement Magnolia, déjà, de Thomas Anderson, que j'adore, Eyes Wide Shut de Kubrick et Vanilla Sky, un remake d'un très célèbre film espagnol, Abre los ojos. Voilà, c'est mes films préférés et je pense que c'est important. Et la guerre des mondes. Et la guerre des mondes, en fait, je peux le citer totalement. Qui est sous-côté. Qui est sous-côté. En fait, c'est important parce que malheureusement, Tom Cruise, il y a souvent beaucoup de clichés qui sont véhiculés autour du fait que ça serait pas tant que ça un bon acteur et qu'il y a aussi un côté cliché où il fait que courir et faire des scènes d'action. C'est vrai que quand on voit ces films-là, même vous pouvez aussi détester ces films, c'est possible, mais en tout cas, voilà, ça va peut-être vous donner un regard différent sur sa carrière. Voilà, en tout cas, je vous dis merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Encore une fois, un grand merci. C'était un régal de vous avoir, Léo et Tom ici présents. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission de Radio Ciné qui continue très fort avec aussi de nouveaux projets dans le cadre de l'assaut. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. C'est le jingle. Merci Ciao. à toi. Merci. Ciao.